Au bout de 10 minutes, tu n'entends plus aucune voiture. Tu es trop loin pour entendre les voitures. Tu vois les oiseaux, il y a vraiment pas grand monde. Il y a ce dénivelé, qui te fait transpirer. Ah, c'est un paradis absolu. Il y a un côté jungle, hein, Oui. quasiment au Père-Lachaise. 1, 2, 3, 4. Yeah, your heart is a sun. Est-ce que vous avez déjà écouté votre petite voix? Cette intuition qui souffle ce qu'on n'ose pas toujours entendre. Celle qui pourrait, peut-être, tout changer. Je m'appelle Herveline et comme vous, j'essaye, pas toujours avec succès, de suivre cette boussole intérieure. C'est pour ça que j'ai créé La Petite Voix, un podcast où des femmes et des hommes partagent avec émotion, parfois même avec humour, ces moments où la vie bascule et où tout devient possible. Chaque épisode explore des histoires de nouveaux départs. Une séparation libératrice, une reconversion audacieuse, un burn-out surmonté ou une maladie qui révèle une force insoupçonnée. Autant d'histoires de doute, de peur, mais aussi de courage et de transformation. Chaque mardi, je vous invite à découvrir ces conversations intimes, sans filtre. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre? La Petite Voix, le podcast. C'est parti! Il y a des gens qui ont besoin de bouger pour penser. Alexandre en fait partie, sauf qu'il a mis des années à le comprendre. Dans cet épisode, je reçois Alexandre Dana, un jeune entrepreneur passionné qui adore apprendre, transmettre, créer et qui pendant des années a tout donné à ses projets professionnels. Absolument tout. Au point de marcher, sans mauvais jeu de mots, complètement à côté de ses pompes. Et le jour où il a retrouvé le chemin de ses chaussures, ce n'est pas juste sa santé physique qui a changé, c'est tout. Sa façon d'entreprendre, de décider, d'entrer en relation. Bref, sa façon d'être au monde, tout simplement. Bienvenue dans un épisode vivant et dynamique, un épisode qui montre ce qui se passe quand on décide de se remettre en marche dans tous les sens du terme. Aujourd'hui, avec Alexandre, nous allons parler d'un sprint sur une plage avec son petit frère qui a tout changé, d'un cimetière parisien devenu son bureau préféré et d'une copine qui l'appelait le « sans coup ». Bonjour Alexandre et bienvenue dans La Petite Voix. Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis très contente de te recevoir. J'aurais adoré faire cette interview en marchant parce que c'est vraiment une passion, je crois, qu'on partage et dont il va être question dans cet épisode. Mais malheureusement, est-ce qu'on dit podcastiquement, c'est pas compatible, quoi. Et ça commence à l'être. Il y a des nouvelles technologies qui permettent d'avoir des micros qui gardent une bonne qualité sonore malgré le fait qu'on est en train de marcher. Ça arrivera. C'est encore naissant, on va dire. Bah, tu sais quoi, Alexandre? Il faudra que tu reviennes. Quand j'aurai le matériel, je te fais signe et tu reviendras et on fera une interview en marchant. On est en train de parler de marche depuis tout à l'heure parce que c'est vraiment ton dada et presque une philosophie de vie et on va expliquer pourquoi, comment, parce que c'est un vrai moment petite voix. Alexandre, avant de parler de qui tu es, de comment tu en es venu à tant aimer la marche, il y a une scène sur une plage dont j'aimerais que tu me parles parce qu'elle raconte beaucoup de qui tu étais il y a encore quelques années. Eh bien, dans le Covid, on peut plus bouger, on est enfermé chez soi. Et là, moi, je touche vraiment le fond durant le premier confinement. Je suis face à mon corps et je me rends compte que ça va pas. Je me rends compte que mon corps peut plus rien faire. J'ai des douleurs, j'ai pris beaucoup de poids à l'époque. Je me retrouve, je me souviens un moment sur une plage avec mon petit frère Benjamin qui me propose de faire un sprint, mais je suis loin derrière. Ah ouais? Je suis très très loin derrière. Et là, je me dis, mais comment j'en suis arrivé là, quoi? Ça va pas. Ok. Ça va pas du tout. Mais pour comprendre comment tu en es arrivé là, j'aimerais qu'on fasse un peu ton portrait.
Moi, je te suis et je te connais depuis du coup plusieurs années et je te résumerai assez rapidement à un jeune entrepreneur passionné. J'aimerais t'entendre, toi, me le raconter et avec évidemment plus de détails. Donc, je m'appelle Alexandre Dana. Je suis effectivement co-auteur du livre L'HSTU, qui est le résultat d'une enquête de 2 ans sur la sédentarité et qui est un livre que j'ai coécrit avec Victor Fersing, qui est journaliste spécialisé sur les écrans et aussi un ami. Et à côté, je suis toujours cofondateur d'un organisme de formation monté il y a plus de 15 ans maintenant, qui s'appelle Live Mentor et qui est un organisme de formation spécialisé sur les créateurs et créatrices d'entreprises, les personnes qui se mettent à leur compte après une reconversion professionnelle. Je dirige la maison d'édition 23h59 qui produit des carnets de méthodologie. Donc, c'est des carnets de 200 pages sur du joli papier suédois qui sont pensés pour répondre à une problématique. On a un carnet des habitudes, un carnet de méditation, un carnet pour entreprendre, un carnet pour retrouver le contrôle de son temps. Je suis aussi éditeur aux éditions Erol. Je dirige une petite collection de livres. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de curiosité sûrement pour des sujets académiques, intellectuels. J'aime apprendre de nouvelles choses, j'aime me plonger dans de nouveaux univers et j'aime beaucoup faire des ponts entre ces différents univers. Est-ce que je peux me permettre de te demander ton âge? Parce que je me mets à la place d'une personne qui ne te connaîtrait pas et qui t'écoute. On se dit, il n'a pas la voix, mais là, il a 60 ans. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Tu as commencé hyper jeune. Oui, j'ai commencé assez jeune. J'ai 37 ans aujourd'hui et j'ai créé ma première entreprise à 19 ans. Et pendant très longtemps, je n'avais que Live Mentor dans ma vie, ce qui était d'ailleurs un problème à plusieurs niveaux. Et aujourd'hui, en fait, depuis quelques années, en comprenant mieux comment je fonctionne, ce qui me passionne, la manière idéale pour moi de travailler, j'ai pu ajouter ces autres casquettes au fur et à mesure. Et aussi parce que j'ai commencé à prendre soin de ma santé et que quand on a plus d'énergie, on peut facilement se lancer dans plus de projets. Je n'ai pas d'enfant, ce qui est aussi, je pense, une cause à cette activité professionnelle intense. Mes 2 parents n'étaient pas entrepreneurs. Alors ma maman était artiste de cirque, donc elle était à son compte. Elle était trapéziste. Mon père, lui, a à la fois bossé toute sa vie dans des hôpitaux. Il avait aussi une activité en tant qu'indépendant. Mon père était psychiatre et psychanalyste. Maintenant, aucun des deux ne m'a parlé d'entreprendre, de créer une entreprise, de monter un projet. C'est moi, à 19 ans, qui suis tombé là-dedans sans vraiment savoir où je mettais les pieds, parce que je me souviens que j'ai créé ma première entreprise sans connaître le mot entrepreneur. 1 an après avoir créé ce projet-là, j'ai entendu le mot entrepreneur et puis je me dis: «Ah, c'est ce que je fais en fait». C'est le Donc, c'est c'était quoi au départ qui te motivait là, à 19 ans? C'était de créer c'était un projet l'éducation. de pièce? En fait, ce qui m'a motivé à 19 ans, c'est à la fois la peur de rejoindre une grande entreprise. Alors ça, j'avais une peur absolue d'être salarié et de devoir mettre un costume cravate et de devoir aller à la défense. Ça me terrifiait complètement. J'avais l'impression de pas être fait pour ce monde-là, de pas être fait pour ce système un peu à la chaîne. Et ensuite, quand j'étais à la fin de mon adolescence, j'ai commencé à donner des cours particuliers et j'ai adoré cette activité. J'adorais avoir des élèves, les accompagner, les voir progresser de semaine en semaine, de mois en mois, préparer les supports de cours. Et tout ça, ça m'a mené petit à petit à vouloir entreprendre dans le monde de l'éducation. Ça a été un chemin sur plusieurs années, mais c'est parti de là. Tout ce que je fais tourne autour du savoir, c'est-à-dire que je crée des formations, je réalise des podcasts, je crée des carnets de méthodologie, j'édite des livres, j'écris des livres. On est toujours globalement dans cet univers de la connaissance, du savoir, des compétences, etc. On est obligé de faire cette parenthèse. Tu viens de l'évoquer très vite, des podcasts, mais enfin, tu travailles pour pas n'importe quel podcast. Est-ce que tu peux nous dire, peut-être d'ailleurs que ceux qui nous écoutent connaissent ta voix? C'est le podcast Métamorphose, Eh oui, le créé fameux. par Anne Guéquier. Et donc, j'ai eu la chance de rejoindre cette équipe il y a maintenant 3 ans, si je dis pas de bêtises. Et je suis extrêmement reconnaissant à Anne de m'avoir pris sous son aile, de m'avoir enseigné l'art du podcast, l'art de poser des questions. J'ai découvert un monde complètement nouveau pour moi. Donc, on entend qu'il y a comme une frénésie en toi là, de projets, de besoin de stimulation intellectuelle, aussi de challenge. Quelle place tu accordais à ton corps
dans cette folle vie d'entrepreneur? Et une place très petite, Ok. voire inexistante. J'ai été l'exemple type de la personne qui se lance dans un projet professionnel passionnant et qui s'oublie complètement en chemin. Donc, je suis devenu sédentaire. Je passais 8, 9, 10 heures par jour à bosser en position assise, ce à quoi il fallait ajouter les heures immobiles à prendre mon déjeuner, prendre mon dîner ou à regarder un film, une série le soir parce que j'étais tellement fatigué de cette inactivité physique que j'avais pas l'énergie de sortir. J'avais arrêté toute pratique sportive aussi à l'époque. J'habitais Paris. Je suis devenu au fil des années un zombie et j'avais pas du tout fait le lien à l'époque entre ces difficultés et l'absence de relation à mon corps. C'est-à-dire que je voyais bien les problèmes. J'avais pas de créativité, je manquais d'énergie un peu tout au long de la journée. J'avais des débuts de troubles musculo-squelettiques, douleurs cervicales, mal de dos. J'avais tout le temps la tête rentrée dans les épaules comme ça. Ma copine m'appelait le sans-coup. Et puis, il y a eu ces phases de vrai épuisement professionnel, les burn-out. Donc, il y avait quand même des symptômes que ça n'allait pas. La tête travaille beaucoup, le corps ne fait rien du tout. Et comme le corps ne fait rien du tout, la tête ne peut pas bien travailler. C'est un cercle, Ouais, on va comprendre après super à quel vicieux. point. Mais pour autant, tu as maintenu ça aussi parce que là, on parle d'années où tu étais jeune. Tu avais quoi, fin de vingtaine, début de trentaine? Alors, ce rythme-là, si on me forçait à le tenir aujourd'hui, j'exploserais en quelques semaines. Le sommeil, ça allait encore, mais je n'avais pas un sommeil de très bonne qualité parce que tout est lié. Hein, c'est toujours le même, Eh oui, on le va y même revenir. triptyque, sommeil, alimentation, activité physique. L'alimentation était catastrophique. Il y avait des produits transformés, pas assez de protéines, trop de sucre. Mais pour autant, pendant longtemps, tu as réussi à vivre comme ça en étant tenu par ta passion, en fait? Qu'est-ce qui te tenait? Tu vis, mais pas très bien. Hein. Tu opères quand même en mode zombie. Et moi, les premières années de ma vie professionnelle, les 5-6 premières années ont été vraiment très difficiles. J'ai coupé énormément dans ma vie sociale. Je Ah, n'avais quasiment pas voyagé à l'époque. Pendant 6 ans, je prenais pas de vacances. C'est pas des années dont j'ai un souvenir heureux. Et si je pouvais revenir en arrière et les changer, je signe tout de suite. comment t'expliques rétrospectivement que tu te sois fait, j'ai envie de dire, piéger parce que ça part d'une super bonne intention? Mais moi, j'avais pas la culture de la santé. J'ai grandi à Paris, dans le centre de Paris, donc loin de la nature. Et ça n'aide pas. Parce que quand tu vis à Paris, que tu grandis à Paris, que tu es jeune, quand tu penses au repos et à te ressourcer, tu penses à aller voir tes copains dans un bar, aller au cinéma, regarder un film. Tu penses pas à aller te balader en forêt, dans les Non. montagnes. Non, non, c'est vrai. Ta culture, ton environnement joue beaucoup sur ton rapport à la santé. Et moi, je me suis fait piéger vraiment à l'époque par cet environnement parisien. Revenons justement sur cette enfance, parce que certes, tu as grandi dans un environnement parisien qui appelle pas nécessairement justement à se dépenser, mais est-ce que tu faisais du sport? Est-ce que tu étais un Oui. petit garçon déjà très dans ta tête et donc plutôt à lire, etc. Ou est-ce que tu t'étais... Non, j'étais très sportif. Non, Ah! je faisais du sport. Quand j'ai commencé à entreprendre, je me suis dit qu'il fallait faire des choix et que c'était pas possible de garder les deux et que la priorité, c'était mon projet professionnel. Donc, j'allais tout donner à ce projet. J'avais pas la conscience à l'époque que rien n'est plus important que la santé et que si t'as pas cette première base de la pyramide, le reste va s'effondrer. J'étais conscient du choix, pas conscient des conséquences. Qu'est-ce qui fait que tu étais à ce point pieds et poings liés à ce projet d'entreprise? Est-ce que tu avais une ambition folle de lever, tu sais, les histoires de start-up où j'ai levé 200 millions d'euros et je suis devenue CEO de je sais pas quoi, etc. Tu vois? C'était plutôt la peur du vide. Je n'avais aucune idée de ce que j'aurais pu faire ailleurs. Je n'avais jamais travaillé pour quelqu'un d'autre. Ça me faisait toujours aussi peur. Je me disais, tu as passé tellement d'années à investir sur ce projet, tu peux pas lâcher maintenant. Donc ça, c'est un peu le réflexe du joueur de casino qui Ben oui. continue de miser alors qu'il a perdu en se disant, c'est trop tard pour s'en aller. Mais du coup, c'est terrible parce que en fait, tu te dis, je me suis fait du mal toutes ces années Ouais. et puisque je me suis fait du mal, je continue à me faire du mal. Tu te donnes... Exactement. Ok. Ah, c'est pas très sain.
On n'arrivait pas à se rémunérer, on n'arrivait pas à en vivre. À 29 ans, je suis retourné Mmh. habiter chez ma maman. C'était vraiment compliqué et je me disais: «Il faut au moins atteindre le moment où le projet est viable, stable, où il peut tenir». J'avais pas l'ambition, de créer le prochain Facebook ou d'aller dans cette direction-là, mais j'avais vraiment envie de pouvoir me créer ma propre réalité. Ta propre réalité, ton propre job, en fait. Pour être ton propre patron, on entend quand même, a priori, tu es quand même attaché à ta liberté, cette indépendance-là. Mais je suis attaché à la liberté tout en étant ultra content aujourd'hui de faire partie de projets comme Métamorphose, Oui. où je suis pas le fondateur, je suis membre de l'équipe et c'est un bonheur. Mais à l'époque, je ne savais pas qu'on pouvait rencontrer, des gens géniaux, animés par des beaux projets et rejoindre leurs projets. Dans ma tête, c'était très binaire, j'étais vraiment, c'était peu conscient, peu raisonné. Je me disais: «Il y a ton projet à toi et après il y a la grande entreprise, la machine, terrifiante et cetera et cetera». Le costume cravate de la défense. Voilà. Finalement, tu as opté aussi, c'est ce qu'on disait, pour ce choix d'être ton propre patron par, goût de la liberté. Mmh. Mais en fait, tu t'es complètement enfermé Ah à bah un oui, moment donné oui. dans ce rôle-là. Ouais, je suis devenu prisonnier, ça c'est sûr. Je suis devenu prisonnier de ma propre boîte. Puis ensuite, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance de faire les bonnes rencontres, de réussir à passer ce cap-là et à retrouver de la liberté dans ma propre boîte. C'est amusant quand on parle de ton parcours et de ton profil d'entrepreneur. Enfin, tu vois, j'ai l'impression, là d'où tu viens, assez vite, on va sur le versant assez négatif Mmh. et le mal que ça t'a fait. Pourtant, j'ai l'impression que ça fait aussi profondément partie de toi. Comment Mmh. ça se fait qu'on ne retienne que ça? C'est notre entretien qui nous emmène vite Bah, sur disons, ces côtés-là, c'est que mais là, on a parlé des premières années ouais. qui ont été vraiment difficiles. Mais ensuite, dans mon parcours, ce qui est assez évident, c'est que j'ai toujours, adoré entreprendre malgré les difficultés. Même, je me souviens de ma première boîte qui a été un échec total, l'entreprise a déposé le bilan avec 16 € de chiffre d'affaires, donc on Ah a ouais. vraiment plus rémunéré personne. À la fin de cette aventure-là, quand on a déposé le bilan, je me disais: «C'est quand même génial que tu aies pu travailler depuis», alors à l'époque la chambre de ma mère encore une fois. «C'est génial que tu aies pu faire ça, choisir tes horaires, bosser depuis ton lit». Moi je me sentais trop bien dans cette Mmh. réalité-là. Il y a quelque chose, voilà, de l'ordre de la gestion du temps, Mmh, 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 mmh. de la capacité à pouvoir, tout apprendre, de l'envie, de trouver des solutions, le défi, de réussir quand ça marche pas, ça m'a toujours parlé. Je me suis vraiment oublié par contre durant ces premières années, Mmh. j'avais pas conscience de l'importance de ma santé et ça aujourd'hui, c'est très clair dans ma tête. J'adore toujours autant l'entrepreneuriat, mais il y a rien qui compte plus que ma santé. Mmh Je mh. pense d'abord à ma santé avant de penser à n'importe lequel de mes projets. Ma priorité, c'est la santé, de très, très loin, sans aucun doute possible. Et puis voilà, ensuite, il y a eu heureusement, des rencontres, des découvertes, des évolutions dans la stratégie de l'entreprise, enfin plein de choses qui m'ont permis de retrouver ma liberté au sein de Live Mentor. À quel moment quand même ta conscience, refait surface en disant: «C'est pas OK, enfin, il y a un vrai sujet, quoi»? C'est le Covid qui va m'aider. Ah, donc Ouais, 2020? ouais, le vrai changement, il intervient durant le Covid. Durant le Covid, on peut plus bouger, on est enfermé, chez soi. Moi, je touche vraiment le fond durant le premier confinement. Je suis face à mon corps et je me rends compte que ça va pas. Je me rends compte que mon corps peut plus rien faire et à la sortie du confinement, je commence à mettre en place des changements et ça va être très, très positif. Parce que c'est amusant tout à l'heure, quand je te demande qu'est-ce qui te faisait tenir, bah, en fait, tu nous dis une espèce de fuite en avant pour remplir Mmh. la peur du vide. Et en fait, le confinement, le Covid, Oui, te met, par la force des choses, face à ça, si je comprends bien. Et, complètement. et à cette époque-là, donc, on voit que les conséquences de ton travail trop passionné, elles sont déjà bien réelles, physiquement, tu le dis. Ah oui. Tu es limité, en fait. Je suis complètement limité. Je suis limité et puis je sens un brouillard mental de barre un peu Mmh mh. constante qui, te pèse sur toutes tes décisions et puis il y a aussi cette vie où on fait des zooms toute la journée, cette fatigue, de la connexion permanente. Tout ça, ça va m'amener à opérer des changements. Quel, changement tu vas,
opérer? Est-ce que c'est quelque chose de spectaculaire du jour au lendemain ou est-ce que petit à petit, tu vas te sortir de cette situation-là? Alors, ça va être une série de changements. Le premier, je m'en souviens, c'est de supprimer tous les déjeuners de boulot. Je me rends compte que si je veux m'occuper de mon corps et de ma santé, il faut que j'arrête de mettre ça dans les frontières de ma journée. Il faut que j'arrête de le faire soit très tôt le matin, soit très tard le soir. Ça suffit. C'est plus possible de se dire je travaille de telle heure à telle heure. Bon bah je me réveille 1 heure plus tôt pour faire du sport ou après ma journée de travail alors que je suis ultra fatigué, je vais me faire un cours de yoga ou quoi que ce soit. Non, il faut le faire au milieu de la journée. Il faut le prioriser et donc le milieu de la journée, c'est l'heure du midi et en plus faire un déjeuner pour le boulot. Tout le monde te propose des déjeuners pour le boulot, c'est une tradition en Oui, France. c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça dit? Ça dit que tu vas trop manger, En général, oui. que tu vas être assis encore une fois, et puis tu es à Paris, avec tout ce que ça implique, les gens sont stressés, etc. Donc ça, c'est la première décision. Je supprime tous les déjeuners et je commence à mettre un temps qui est que pour moi. Voilà, de midi à 14h. C'est un moment qui est que pour moi, où je peux faire du sport, où je peux lire un livre, où je peux me retrouver avec moi-même. En tout cas, c'est mon moment. Premier changement. Les réunions en marchant. Deuxième changement, ça, super important. Je n'en peux plus de faire des Zooms. Et donc, je propose à toutes les personnes avec qui j'ai des réunions de les faire en marchant. Donc, on peut se retrouver dans Paris. Les bureaux de Live Mentor étaient déjà à côté du Père-Lachaise. C'est un cimetière qui est très sympa, avec beaucoup de dénivelé, avec des arbres magnifiques. Et donc, je commence à faire des réunions au Père-Lachaise. Je pense que pas beaucoup de gens sont plus allés au Père-Lachaise que moi. Donc là, tu dis aux gens de ton équipe, viens, on va au cimetière et on fait notre point pour le prochain lancement marketing. Viens, voilà. on en Et parle je le au dis aussi Père-Lachaise. à des personnes qui sont pas dans l'équipe, qui veulent me rencontrer. Je dis, bon, on peut le faire, mais on a au Père-Lachaise. Et je continue de faire ça aujourd'hui. Pour te donner un exemple, hier, j'étais à la soirée de lancement d'un livre, le livre de Nicolas Bordas, et il y avait le directeur de la maison d'édition Novice, que je connais un petit peu parce qu'on a monté un carnet ensemble. Donc, Timothée Guillaumin, j'espère ne pas écorcher son nom. Et Timothée m'écrit aujourd'hui: ah, Alex, est-ce que tu es dispo? C'était sympa de te voir hier. Est-ce que tu es dispo pour un déjeuner? Je lui réponds: je suis tout à fait dispo pour qu'on aille marcher. Il me dit: mes bureaux sont près de Montmartre. Je dis: le cimetière Montmartre. Rendez-vous mardi 14h30 pour aller marcher là-bas. Donc ça, c'est le deuxième changement qui va être exceptionnel. À quel moment, dans cette période post-déclic où tu te dis non mais là en fait je me reprends en main, on entend bien que c'est pas qu'un truc de rapport de toi à ton corps, c'est un rapport de toi à toi là. Tu te remets un peu toi en priorité. Je veux changer un peu de vie. J'ai envie que ma vie ne soit plus que le travail et ça passe par toutes ces petites décisions. Petites et grandes décisions d'ailleurs. Bah oui, et la marche, comment elle débarque dans toutes ces décisions-là? En fait, je me rends compte que j'aime les randonnées et donc je trouve ça bizarre d'avoir une vie où 4 fois par an, 5 fois par an, je fais des randos et le reste du temps, je marche jamais. Pourquoi ne pas faire des mini-randos dans Paris? C'est le point de départ de la réflexion. Donc ça part comme ça. Est-ce que tu te rappelles dans ces premières fois où tu reprends un peu possession de toi et de ton corps, d'une marche qui te marque particulièrement et tu reviens en te disant en fait, ok, c'est ça. La première fois que je suis allé au Père-Lachaise, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je me suis vraiment dit c'est incroyable en fait. Tu déboules dans ce cimetière et puis tu te rends pas compte de sa grandeur, de sa superficie. Au bout de 10 minutes, tu n'entends plus aucune voiture. Tu es trop loin pour entendre les voitures. Tu vois les oiseaux. Il y a vraiment pas grand monde. Il y a ce dénivelé qui te fait transpirer. C'est un paradis absolu. Il y a un côté jungle quasiment au Père-Lachaise. Tellement il y a d'arbres et de végétation. Ouais, c'est assez sauvage. Et ça veut dire qu'en fait, tu as côtoyé ce Père-Lachaise, comme certainement beaucoup de Parisiens, pendant des années, sans jamais y prêter plus de curiosité que ça. C'est ça. Pourquoi tu te dis, tiens, je vais aller marcher là-bas? Je sais plus comment j'ai eu l'idée d'y aller la première fois. Je passais souvent devant, et puis un jour, j'ai vu des personnes rentrer par l'entrée secondaire. Je crois que c'est ça qui m'a donné envie d'aller jeter un œil. Et c'est ce jour-là où tu vas y aller combien de temps? 1 heure, 2 heures? Oh non, la première fois, c'était 40 minutes maximum. Ma durée classique de réunion, c'était 1 heure, donc on va passer 1 heure à marcher. Alors après, il y a beaucoup de gens qui refusent. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a une troisième décision qui est la réunion en marchant, c'est bien. L'appel en marchant, c'est aussi possible. Ça marche.
Donc, je fais Absolument. beaucoup d'appels en marchant. Si la personne ne veut pas se déplacer, bah, moi, je suis en train de me déplacer et je l'appelle par téléphone avec des écouteurs. Quels sont les arguments, des personnes quand tu leur dis: «Viens, on va marcher» et que la personne te dit: «Non»? Flemme? Alors ça, les personnes n'osent pas le dire. Bah, ouais, c'est ça. Par contre, ce qu'elles vont dire, c'est: «Ah non, c'est compliqué parce que j'ai une réunion juste après» ou alors, Ah. on va me dire: «Ah non, mais je dois prendre des notes en même temps, donc c'est pas facile». Mmh mh. Ou alors: «Il fait un peu froid, j'ai pas le bon équipement» et cetera et cetera. Bon, en tout cas, toi, il te suffit finalement, si je comprends bien, d'1 ou 2 sorties, pas longues, enfin, tu vois, tu dis 40 minutes, 1 heure, c'est vraiment Mmh, rien pour que ça plante en toi une idée mmh, où tu dis: «OK, là», tu vois, quand tu en parles, il y a quelque chose qui redevient vivant, où tu oui. te reconnectes un peu à toi. Ah oui, complètement. Alors, et puis après, il y a plein d'autres décisions. C'est-à-dire qu'une fois que tu as supprimé les déjeuners professionnels, que tu as ajouté, les réunions et les appels en marchant, bah, tu te poses la question du métro. Tu te dis: Ouais. «Beh, j'ai plus du tout envie d'aller sous terre, dans cette lumière artificielle, prendre le métro». Donc tu commences à marcher et à faire du vélo. Et puis ensuite, tu t'interroges sur ton mobilier, ce que tu utilises au quotidien pour travailler. Tu te dis qu'être, assis en permanence sur une chaise, ça a pas trop de sens. Donc tu passes sur un siège ballon, sur un bureau assis debout. Donc voilà, c'est toute une série de changements, Ouais. qui se sont mis en place. J'ai l'impression aussi que du coup, quand on est entrepreneur, installer ces changements-là, ça change aussi, j'ai l'impression, le rapport à une forme de performance. Parce que par la force des choses, tu décides en conscience de consacrer un peu moins de temps à ton travail pour faire de la place à ton activité et juste à Mmh, toi, mmh, perso. Donc, dans quelle mesure ça vient aussi mmh. interférer sur l'entrepreneur que tu es? Ça m'a permis de prendre de bien meilleures décisions. Ça te permet de ne plus être dans le brouillard mental. Ça te permet de ne plus avoir la tête dans le guidon. Ça te permet de prendre du recul. On a véritablement nos meilleures idées quand on marche. Et on a une recherche scientifique de très grande qualité qui explique pourquoi on a nos meilleures idées quand on est en train de marcher. Je suis certain que le développement ces dernières années de Live Mentor, le rachat de cette maison d'édition 2359, mes autres projets, rien de tout ça n'aurait été possible si j'étais resté aussi sédentaire, aussi inactif physiquement, si j'avais continué de maltraiter ma santé. Et Mmh. d'ailleurs là où je suis encore une fois très, très reconnaissant à Anne et à Métamorphose, c'est qu'en étant, journaliste pour Métamorphose, j'ai la chance de rencontrer des experts de santé constamment depuis 3 ans et donc de me nourrir aussi de tous ces partages Mmh, qui mmh ne mh. font que me confirmer que cette voie-là est la bonne et que je peux continuer de l'emprunter pendant très longtemps. Ce que tu es en train de dire, c'est que toi, là, tu découvrais de manière très empirique, les bienfaits Exactement. que, cette mise en mouvement avait sur toi et même sur tes décisions, d'entrepreneur et que, en parallèle, commencer à travailler sur le podcast Métamorphose et donc côtoyer des experts du bien-être sous toutes ses formes, donnait des billes, très, scientifiques à ce que tu vivais, toi, au même moment, en fait. Exactement. Oui, Ta prise de conscience, elle a démarré, au moment du Covid. oui. Les premiers changements dans ta vie, ils interviennent. On voit bien que c'est pas un truc spectaculaire où du jour au Mmh. lendemain, tu vas tout révolutionner, mais Mmh. c'est comme si un jour tu as une ouverture sur cette place pour ton activité et qu'en fait, face aux bienfaits que ça te fait, tu vas lui donner de plus en plus de place. C'est ça. En fait, c'est au retour du confinement, que je commence à mettre en place les premiers changements et puis ensuite, c'est comme découvrir un nouveau jeu vidéo, tu découvres que c'est super sympa, donc tu as envie d'en découvrir plus, Il y a des d'en nouveaux co niveaux où aller. voilà, des nouveaux niveaux où aller exactement et puis c'est vrai que moi, mon changement quand même prioritaire, principal, celui qui me définit le plus, c'est vraiment la marche, c'est vraiment le mouvement. Ce thème étant tellement profond que je n'ai cessé de découvrir, de par les interviews Métamorphose, d'un côté et d'autre part, de par ma recherche, pour écrire La chaise tue, de tout ce qu'il y avait derrière le mouvement. Je m'en lasse pas. Tu te lasses jamais de devoir marcher. Non, je me lasse jamais de devoir marcher et surtout je me lasse jamais intellectuellement de découvrir de nouveaux bienfaits de la marche. Pour moi, il y a pas de distinction entre corps et esprit. Je suis vraiment extrêmement critique, du corps médical à l'ancienne qui oppose corps et esprit. Ça tue des vies, donc je sais pas comment le Mmh. dire autrement. On a toute l'expérience nécessaire, l'expérience, enfin, ancestrale, culturelle,
l'expérience aussi scientifique maintenant pour être certain que corps et esprit vont de pair. Et donc, si tu veux affiner ton esprit, travaille ton corps. Si tu veux que ton corps aille mieux, nourris ton esprit. C'est une telle évidence et pourtant, c'est pas la norme, à la fois dans les études de médecine, Mmh. dans l'organisation générale du système de santé, dans le fonctionnement des hôpitaux, dans notre culture de santé. À tous ces endroits-là, on sépare encore beaucoup trop le corps et l'esprit. J'invite les personnes qui sont curieuses de ça à regarder la notion de santé mentale métabolique, qui explique à quel point notre métabolisme impacte notre santé mentale. Et est-ce que je peux me permettre de faire de la psychologie de comptoir? En fait, je l'ai en tête depuis tout à l'heure, fais-en bien ce que tu en veux, mais ce qui m'amuse, tu nous l'as dit tout à l'heure, ton père a exercé comme psy pendant longtemps, ta mère était, elle, Trapéziste. circassienne et trapéziste, donc l'un complètement dans la tête et l'autre complètement dans le corps. Et j'ai l'impression que du coup, là, tu réunis autant l'un que l'autre, quoi. Il y a une forme de réconciliation qui s'opère. Bah, ma mère, elle a vraiment les deux. Ok, Ma mère est aussi une passionnée de l'esprit, ok, championne de mots croisés, ok. mémoire d'éléphant. Elle a vécu, je sais pas, 6 mois, je crois, peut-être 8 en Italie il y a 30 ans. Elle est jamais retournée depuis. Tu la mets en Italie, elle parle italien couramment. Et à côté, oui, elle a atteint un niveau de maîtrise de son corps qui était très élevé. Mon père, pas du tout. Mon père, lui, c'est l'esprit, La tête. la tête. Et il l'a payé cher. Peut-être, effectivement, il y a une fusion de ces deux univers. Si je reviens justement à la marche et à comment, en fait, elle vient nourrir aussi ta vie d'entrepreneur, ce que j'aimerais, c'est comment expliquer à quel point c'est devenu aussi une philosophie de vie, parce que là, on parle de petits déclics que tu as et de petits exercices que tu mets en place au quotidien. Donc là, on était en 2021-22. Aujourd'hui, on est en 2026. Ouais, t'en parles vraiment comme d'une philosophie de vie, quoi. Là où des personnes moins habituées à la marche peuvent se dire bah tout va bien en fait, c'est un pied devant l'autre. Bah, la marche, c'est à la fois un bienfait pour la santé physique, réduction des risques de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2, de prise de poids, d'obésité. Il y a un super moyen de prévenir aussi le cancer ou de limiter les effets du cancer quand il est là. La marche, c'est un levier de santé mentale, une manière de baisser son anxiété, de favoriser la production d'endorphines, de dopamine, de sérotonine. C'est un levier exceptionnel de santé cognitive, comme le dit le docteur Olivier de la Doucette, qui est président de la Fondation de recherche contre Alzheimer. La marche, c'est le meilleur levier qu'on a contre Alzheimer aujourd'hui. Au-delà de ses effets positifs sur la santé physique, la santé mentale, la santé cognitive, c'est un remède à une société qui déborde de vitesse, qui déborde Mmh. d'informations, avec un flux complètement incessant sur Internet, sur les réseaux sociaux, qui n'est pas la vitesse de notre cerveau. Ce n'est pas une quantité d'informations que l'on peut traiter. Et donc, marcher, c'est se resynchroniser à un rythme qui est sain pour nous, qui nous fait du bien et qui automatiquement va nous apaiser et nous faire entrer dans une autre forme de présence. Ça semble toujours ésotérique, dit comme ça. Il faut en faire l'expérience, il faut aller marcher, si possible, sans son téléphone Mmh. pendant une journée, une demi-journée, ne serait-ce que 2 heures, quelques jours, c'est encore mieux. Et là, on voit des choses apparaître qui sont fantastiques. Est-ce que tu peux nous partager une expérience justement où tu as pu partir sans téléphone et plusieurs jours à marcher? Qu'est-ce que ça t'a fait? Parce que ça peut être difficile de saisir et effectivement quel bienfait ça apporte Mmh. et sur le moment et à plus long terme. C'est dur à partager, mais j'irais simplement que c'est le sentiment que tu pas besoin de plus. Mais C'est le c'est sentiment que la journée est simple. Tu te lèves, et tu te concentres sur, ton sommeil, ce que tu vas manger et puis marcher, marcher, marcher et là, on peut pas, séparer la marche de la contemplation de la nature parce qu'on parle mmh. d'une marche qui s'opère, dans des forêts, dans des montagnes, près de lacs et c'est là où tu redécouvres à quel point, on est séparés, déconnectés de cette Mmh. nature-là. Donc il faut des gens qui vont en parler bien mieux que moi, c'est Thoreau, par exemple, il faut lire Thoreau. Il faut, s'intéresser à l'histoire, des parcs naturels aux États-Unis, par exemple. Il faut, aller, lire David Le Breton, un philosophe qui a écrit des livres magnifiques sur la marche. Il faut aller lire, Nicolas Bouvier, qui est un explorateur, toutes ces personnes ont fait vraiment des éloges philosophiques de la marche qui sont fantastiques.
Je me souviens d'être allé donc j'ai un groupe d'amis qui sont des amis randonneurs. Ok. Donc on se voit que pour ça quasiment. Alors, j'ai pas souvenir d'un moment où on s'est tous vus sans être en train de marcher. Bon, et donc on est 5, 6, 7, enfin il augmente en taille au fil des années. Ok. Et on se retrouve 3, 4, 5 fois par an pour aller marcher Ok. 3, 4, 5 jours d'affilée. On a fait le Vercors, le Queyras, les Cévennes. C'est la magie de la France, en fait. On a tellement de chemins de randonnée qui sont accessibles Mais oui. et qui sont en très bon état. Donc, c'est merveilleux. Et je peux partager le souvenir de notre première aventure au Vercors. C'est incroyable parce que tu passes par des paysages tellement différents d'un jour sur l'autre, des météos qui sont changeantes aussi. Il y a de la neige à l'époque, c'était en avril, il y avait une neige qui était bien présente, parfois jusqu'aux genoux. C'est magnifique. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que la marche, elle nous oblige à vivre l'instant présent sans avoir 1000 techniques de méditation. Mais effectivement, quand tu es en train de marcher, tu es de fait connecté aux éléments et à ce qui se passe autour de toi. Et tu décroches en fait un peu plus de ta tête. Oui, alors il y a une étude super intéressante sur la tribu des Hasda en Tanzanie. Donc c'est une tribu qui n'a quasiment pas Internet. Et on se rend compte que chez eux, la santé cognitive est bien meilleure. Ok. Ils ont un taux de démence d'Alzheimer qui est extrêmement petit. C'est 10% des Américains. Hein, pour avoir Alzheimer Alzheimer, démence, sénilité. 50% d'obèses. Donc, toute chose égale par ailleurs, c'est complètement compréhensible. Hein. Et en France, on est passé maintenant à 20% de personnes en obésité. Il faut l'avoir en tête chez les adultes. Ça a vraiment beaucoup augmenté sur les 25 dernières années. Et donc, chez les Hasda, quand on essaye de comprendre pourquoi leur tête fonctionne aussi bien, on se rend compte que c'est sûrement dû au type d'activité physique, à savoir de la marche, de la randonnée, sans GPS, et donc ils s'orientent avec les arbres, avec les étoiles, avec les chemins. Leur cerveau travaille beaucoup plus. Okay. Et c'est là où, évidemment, cette activité physique-là, elle a des impacts différents de la salle de sport où tu vas répéter les 3, 4 mêmes mouvements pendant des mois, voire des années pour certains. Quand tu dis que c'est comme une philosophie de vie et tout ça, on entend à quel point ça occupe maintenant de la place, mais pour autant, tu as toujours tes activités d'entrepreneur. Comment tu jongles, pour reprendre le vocabulaire circasien, entre et ses besoins et ses envies et les obligations de la vie Je fais mon pro. travail en marchant. C'est la réponse, elle est aussi simple que ça. Je fais mon travail en marchant. Ta vie professionnelle n'est pas que réunion. Non, mais je vais avoir dans ma journée 3 heures d'écriture et 3 heures, 4 heures. Donc là, sédentaire pour le coup, quand tu écris, on est d'accord ? Ok, là tu arrives à te poser et ensuite quand Là, j'utilise un siège ballon ou un bureau assis debout et j'écris. Et ensuite, je vais avoir 3-4 heures où je suis en train de parler en marchant. Comment faire pour prendre des notes quand on fait une réunion en marchant ? Moi, je suis assez adepte des réunions en marchant, mais c'est toujours un peu la limite de faut se reposer sur les autres pour prendre les notes, quoi. Alors, il y a plusieurs solutions. Moi, j'utilise un carnet et un stylo et je note sur mon carnet et mon stylo les idées, les informations importantes de la réunion. Sinon, tu peux sortir ton téléphone et prendre des notes à la volée pendant l'appel. Et pour les plus technophiles, il y a des applications comme Granola, Granola, qui sont des applications te permettant de passer un appel avec ton téléphone tout en ayant un compte-rendu généré par intelligence artificielle. Ok, d'accord. Et le compte-rendu, il est très détaillé. Je te raconte tout ce qui s'est dit dans l'appel. Ok, donc c'est possible. Ah oui. Il y a une autre barrière à dépasser. Et là, moi, je te parle de mon cas perso. J'ai jamais réussi à dire à un client, on fait notre call, je marche, mais je te promets, vraiment, je bosse. Il faut le dire au client avant de signer. Quand j'ai commencé en 2021, je faisais encore de l'accompagnement d'entrepreneurs que je ne fais plus aujourd'hui. Et je me souviens du lancement d'un programme d'accompagnement pour 50 personnes quand même. Un programme sur 1 an, très intense, exigeant. Et lors des candidatures, je faisais passer moi les entretiens. Je disais à tous les candidats, je vous préviens, il y a des appels individuels de mentorat. Moi, je serai en train de marcher. Si vous habitez sur Paris, on pourra aller marcher ensemble. Si vous n'êtes pas sur Paris, on les fera par téléphone. Je vous dis que c'est ce que je ferai et je vous invite à faire pareil. Et tu n'as pas idée du nombre de personnes qui me réécrivent aujourd'hui, des années plus tard, en me disant, tu sais que c'est là que j'ai commencé à marcher. Ah, mais génial. Ben oui, en fait, ça invite l'autre à en faire autant. Et du coup, tu dirais quoi avec le recul que tu as aujourd'hui
au Alexandre 2020, celui qui était devenu zombie. De commencer à marcher tout de suite. Mais pour tes clients, vraiment, je te recommande de leur faire la proposition. Je te dirais, j'avoue que je n'ai jamais osé. Je le fais avec d'autres collègues freelance, mais pas avec des clients. Mais je devrais faire un article là-dessus. Comment dire à ses collègues, à ses clients. Oui, moi je serais la première cliente d'un article comme celui-ci. Évidemment, ce que tu dirais au Alexandre de 2020, c'est vas-y, mets-toi en mouvement et va marcher. Et celui de dans 5 ans, là, 2030-2031, tu lui dis quoi? Continue. Continue. J'espère que tu n'as pas arrêté. Ok, donc toi, ton souhait aujourd'hui, c'est de préserver cet équilibre-là, où à la fois on entend que tu as retrouvé le plaisir de l'entrepreneuriat, tout en prenant soin de toi, de ton corps. Et puis, en fait, voilà, au-delà du corps, on entend que tu t'es fait une place à toi et pas que le pro, quoi. Ouais, non, j'espère vraiment garder cette envie de bouger, ce plaisir du mouvement. J'espère continuer de le partager avec mes proches, avec les gens qui comptent pour moi. Essentiel. Je le précise tout de suite avant qu'on termine notre épisode avec les questions rituelles. On se retrouve la semaine prochaine. Donc, soyez avec nous, ceux qui nous écoutez, parce que la semaine prochaine, tu vas nous donner des conseils hyper pratiques sur comment on fait pour se mettre en mouvement. Mais d'abord, les questions rituelles. Il y a une question rituelle que j'aime poser pour démarrer. C'est quel est le livre qui t'a accompagné, toi, et qui t'accompagne peut-être encore dans ton cheminement? C'est très dur, mais je vais quand même répondre Magellan de Zweig. Je trouve que c'est un récit vraiment exceptionnel. C'est quoi? C'est le côté explorateur? C'est l'exploration, c'est la confiance, le courage de partir sans savoir où on va, les relations compliquées avec son équipage, l'aventure sans filet. Ça ressemble un peu à l'entrepreneuriat. Et le style de narration de Zweig est exceptionnel parce qu'il est clairement amoureux de ses personnages. Et c'est toujours très agréable. Une autre question, j'aimerais savoir, au-delà de la marche évidemment, mais est-ce que tu as un autre rituel de bien-être qui te permet de te connecter à toi et à ta petite voix? Alors, moi, je suis un passionné des pratiques corporelles. Donc, la marche, pour moi, fait partie du mouvement. Et dans le mouvement, il y a aussi le yoga et les arts du cirque qui sont ma passion. Je pratique les arts du cirque depuis quelques années maintenant, avec un agrès en particulier, c'est les sangles aériennes. Ok. J'en fais très régulièrement. Ok, donc, et ça aussi, en fait, ça fait partie de ce que tu as mis en place pour te reconnecter à toi. Oui. Et ma dernière question, Alexandre, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que tu es heureux? Oh oui. Ouais, je suis globalement quelqu'un d'heureux, ouais. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Yeah, your heart is a sun and it shines as it opens. Where your heart is a sun and it shines. Voilà, La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Le bouche à oreille, c'est magique pour faire découvrir un podcast. Alors envoyez le lien de cet épisode à vos amis et vous verrez, ils vous remercieront. Et d'ailleurs, si vous voulez être sûr de ne rater aucun épisode, avouez que ce serait dommage, abonnez-vous à La Petite Voix sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify, YouTube ou autre. Profitez-en d'ailleurs pour m'y encourager avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Non seulement ça fait plaisir, mais ça aide vraiment à faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs. Je partage aussi les coulisses du podcast sur Instagram et Facebook. Et mieux encore, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. C'est là que j'ose vous raconter tout ce que je ne dis pas ailleurs. Ça fait beaucoup d'infos, je sais, c'est pour cela que j'ai mis tous les liens dans les notes de cet épisode. Allez, je vous donne rendez-vous mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien et soyez heureux. Your horizon. Well, your mind is a space that creates the horizon. Your mind is a space that creates.